C'est parti pour une nouvelle session d'information sur Social Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue et tout de suite, le squelette de notre journal. Bientôt une tarification des courses des mototaxis. Le ministère des Transports et le gouvernement provincial de Kinshasa y réfléchissent ensemble avec l'association des motards. 17 léopards basketball présélectionnés pour les préparatifs de l'Afro-CAN 2025, la liste des basketteurs convoqués dans ce journal. Madame, Messieurs, soyez les bienvenus à cette nouvelle session d'information qui s'ouvre avec la Chambre haute du Parlement, où on peut vraiment dire que le travail va bientôt commencer avec l'installation officielle des membres des bureaux des commissions permanentes et du comité de conciliation et arbitrage de la 4e législature. C'était au cours de la séance plénière présidée le week-end dernier par Jean-Michel Sama Lukonde, président du Sénat. Titi Bakamba nous en parle dans cet élément. Sous la conduite du président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama Lukonde, les sénateurs réunis en plénière ce vendredi 1er novembre ont procédé à la mise en place définitive et à l'installation officielle des membres des bureaux des commissions permanentes et du commission des conciliations et arbitrage du Sénat pour cette 4e législature. Cette installation officielle intervient après la validation par la plénière de l'arbitrage opéré par le bureau Sama Lukonde, qui a veillé à la répartition équilibrée des responsabilités en fonction des forces politiques en présence de la représentation provinciale ainsi que de la représentativité féminine. À cet effet, après éclatement en commission ayant eu chacune des échanges et discussions approfondies en son sein et entre ses membres, la plénière a pris acte de la composition de chacune et a adopté l'occupation de postes de direction des commissions permanentes du Sénat comme suit. L'UDPS chapeaute la commission PAJ et droits humains avec à sa tête Lodi et Mongo Jules. La commission des relations avec les institutions provinciales et entités territoriales décentralisées sera conduite par l'honorable Vangu Kisongo Babi. Célestin Vunabandi, quant à lui, chapeautera la commission ECOFIN de son côté. Christophe Lutundula managera la commission des relations extérieures. Quant à Christine Mwadi Kapeta de l'opposition, elle sera aux commandes de la commission socio-culturelle, genre, famille et enfants. Bahati Tito Arlette s'est vue pour sa part confier l'environnement pendant que la défense est sous la présidence de Panda Kabangu José. La commission infrastructure et aménagement du territoire est quant à elle présidée par Nikomba Sabangu Madeleine. La commission suivi et évaluation de l'exécution des lois, des résolutions et des recommandations et des politiques publiques passe sous la houlette de Luanga Mukela Faustin. Enfin, le comité de conciliation et arbitrage est présidé par le doyen Mukamba Kadiata Nzemba Jonas. Signalons qu'avec cette mise en place, la Chambre haute du Parlement peut désormais fonctionner en plein régime, étant donné que son bureau peut convoquer la conférence des présidents et proposer les calendriers des matières de la session parlementaire. Une conférence de présidents que le président Jean-Michel Sama Lukonde promet de convoquer dans les jours prochains. Nous l'avons dit au sommaire, vers une réglementation de la tarification des courses des mototaxis, c'est ce que l'on peut croire après l'audience qu'a accordé le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, à l'association des motards au sujet de la spéculation des tarifs des courses. Mais bien avant cela, Jean-Pierre Bemba Gombo a eu à présider la 3e réunion de la Task Force sino-congolaise. Yves Lechouangue, reportage. Présidé par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement Jean-Pierre Bemba Gombo, avec la participation des ministres Julien Paluku du Commerce extérieur, Augustin Kibassa des Pestentic, Alexis Guissaro des Infrastructures, Teddy Luamba des Ressources hydrauliques, Gilbert Kabanda de la Recherche scientifique et de Bestine Kazadi, ministre près des Affaires étrangères et coopération, ainsi que des représentants des entreprises chinoises œuvrant déjà dans plusieurs pays africains. La 3e réunion de la Task Force instituée par le chef de l'État, Félix
Félix Antoine Tshisekedi a eu lieu le week-end dernier. Les échanges ont essentiellement porté sur le secteur et marchés économiques porteurs de croissance tels que les infrastructures, l'agriculture, l'énergie, les chemins de fer, la recherche scientifique ainsi que le numérique. En face de nous, nous avions ces entreprises-là qui nous ont indiqué les secteurs dans lesquels ils ont de l'expertise et les capitaux qu'ils peuvent mobiliser, parce que comme vous le savez, le président chinois avait catégorisé les 50 milliards en 3 parties, dont une partie devait aider à financer les entreprises chinoises qui œuvrent en Afrique. Et donc ces entreprises vont capter cette partie du financement du gouvernement chinois, mais également leurs propres capitaux, parce qu'il y en a qui ont une capitalisation de 5 milliards de dollars, mais qui voudraient être beaucoup plus présentes en RDC. Et donc, à la fin, le vice-premier ministre a demandé que maintenant notre secrétariat permanent puisse les encadrer tous et commencer à les dispatcher dans les différents ministères pour que chaque ministère puisse lister l'ensemble des projets qu'il détient. Mais au deuxième niveau, nous allons mettre ces entreprises en contact avec la Fédération des entreprises du Congo. Juste après, le vice-premier ministre des Transports, voie de communication et désenclavement Jean-Pierre Bemba Gombo a reçu en audience les présidents des associations des motards de la ville de Kinshasa pour discuter de la réglementation du tarif des courses des mototaxis et de la problématique des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Au cours de ces échanges, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba a soulevé le problème lié à la spéculation des tarifs des courses appliquées par les motards, un phénomène qui provient du fait que sa tarification n'est pas réglementée et fixée par arrêté. Une deuxième rencontre est programmée dans les jours à venir par le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo afin de produire un arrêté fixant les tarifs des courses des mototaxis dans la ville de Kinshasa. Notons que le ministre provincial des Transports de la ville de Kinshasa a pris part à ces entretiens. Le ministre a compris que ça ne vient pas de la volonté des motocyclistes, mais c'est la loi. Les motocyclistes ne sont pas régis sur la grille plutôt de tarification de transport en commun sur la ville de Kinshasa ou sur l'étendue du territoire national. Il y a un arrêté qui détermine que le transport, personne ne peut fixer le transport en commun dans la ville, rien que l'autorité urbaine. Restons toujours dans le monde des transports où le débat sur l'acquisition des 60 avions, comme l'avait dit le député national Eliezer Tamboué du haut du perchoir fait débat, et Valentin Guérengo, expert en transport et président interfédéral du mouvement de libération du Congo, ville de Kinshasa, donne des explications techniques quant à ce. Pour lui, cette démarche consiste à déterminer le nombre d'aéronefs possibles susceptibles de désenclaver les 145 territoires et les 35 villes que compte la République démocratique du Congo. Suivons Valentin Guérengo dans cet élément. C'est une question de mauvaise interprétation. Vous savez, dans les cas de performance de la RDC en matière d'aviation, il faut considérer que nous devons avoir un chiffre donné pour permettre le désenclavement de la République démocratique. En cela, nous avons les vols internationaux, nous avons les vols domestiques. Les vols domestiques doivent relier les 145 territoires entre eux et les 145 territoires avec la ville de Kinshasa. Et au-delà de ça, faire des vols internationaux. Pour cela, il faut déterminer le nombre donné d'appareils. Comment on arrive à déterminer ce nombre? Vous prenez la demande de vol, la demande de mobilité de ceux qui veulent sortir du pays, de ceux qui vont faire les 145 territoires. Vous divisez par la capacité offerte d'avions. Ça vous permet de déterminer le nombre d'avions. Et ce nombre-là, c'est une prévision pour vous permettre de désenclaver, pas pour acheter, mais pour désenclaver. Pour dire, comme indication, si nous avons 60 avions aujourd'hui, nous allons désenclaver tous les 145 territoires et aller à l'économie. Donc c'est une indication, c'est une prévision et on l'obtient par un calcul. Le calcul, c'est celui-là. Et ce calcul-là, il est conçu par M. Cormier, c'était un Français. Il est docteur en économie de transport.
c'est lui qui a conçu cette formule-là pour permettre de voler pour savoir, pour déterminer un nombre de bateaux, nombre d'avions ou de véhicules. Comment faut-il tout ça? Voilà de la manière dont on a procédé pour trouver le nombre de choses. Donc, nous disons que tout le monde ne connaît pas, tout le monde ne sait pas interpréter, mais quand on ne connaît pas, il faut dire qu'on ne peut pas, plutôt que de pouvoir s'attaquer à celui qui connaît. Parce que ces prévisions qui sont écrites n'ont pas d'explication telle que je vous donne. S'il y avait ces explications, il n'allait pas prendre le micro et dire ce qu'il a dit. Mais je l'aide à comprendre. Ouverture ce lundi 4 novembre 2024 du 12e congrès de l'Association des anciens de la faculté de médecine. Thème retenu, éthique et déontologie des professionnels de santé et droits des patients. Cadre choisi, Sultani River Hotel. Un reportage que nous propose Titi Bakamba. Des professionnels de santé, des experts et des acteurs clés du secteur ont pris part ce lundi 4 novembre à l'ouverture du 12e congrès international de l'Association des anciens de la faculté de médecine à Sultani Hotel. Cette 12e édition est placée sous les thèmes éthique et déontologie des professionnels de santé et droits des patients, a été lancée par le ministre de la Santé publique, le docteur Roger Kamba, le numéro 1 de la santé publique nationale, a dans son discours souligner l'importance d'une réforme profonde du système de santé national. Les systèmes de santé RD congolais longtemps basés sur le modèle distributif nécessitent une refondation complète pour un modèle contributif qui permettra à chaque citoyen de participer à l'accès aux soins de santé. Pour que ce soit efficace, il faut que nous soyons dans un modèle pérenne qui permette à ce que les soins de santé ne soient pas sur le dos seulement des familles. Et donc on passe dans le modèle contributif qu'on a mis dans la loi déjà depuis l'année dernière et qui va s'appliquer par une assurance maladie obligatoire pour tous les Congolais. Et donc très progressivement, les autres assurances ne seront que complémentaires. Ce modèle permettra l'accès aux prestations de soins, aussi bien pour les personnes vulnérables ou dans lesquelles cas ça sera de subvention comme on a fait pour la gratuité de la maternité qu'on est en train maintenant d'élargir. On avait déjà 11 provinces plus Kinshasa, maintenant on a rajouté Congo central. On va rajouter la Tchoko, le Kasaï oriental, le Sankuru, l'Équateur avant la fin de l'année. Donc on voudrait qu'à la fin de l'année, cette subvention soit pour tout le monde, toutes les mamans et tous les bébés qui naissent dans notre pays. Ce 12e congrès mettra en lumière le meilleur pratique en matière d'éthique et de déontologie tout en abordant les droits des patients dans le cadre d'un système de santé en transformation. Les participants auront l'occasion de partager leurs expériences et de proposer des solutions innovantes pour les défis actuels. Le docteur Roger Kamba a clos son intervention en soulignant l'importance de la collaboration entre les professionnels de santé et les acteurs du secteur pour construire un système de santé efficace, durable et inclusif. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, mesdames, messieurs, 6 suppléants ont vu leur mandat être validé et donc peuvent siéger valablement comme députés provinciaux. C'était au cours de la séance plénière qui a eu lieu le week-end dernier. Une fois de plus, Titi Bakamba. La plénière de ce vendredi 1er novembre à l'Assemblée provinciale de Kinshasa a été consacrée à la validation des mandats des 6 députés provinciaux pour combler les vides laissés par ceux qui ont opté pour le Sénat, les gouvernorats ou les gouvernements provinciaux, et ce, après l'approbation du rapport de la commission PAJ. Il s'agit des honorables Amiso Yoka Lumbala Bob, Canon La Rose Jano, Lukwebo Musengo Fiston et Cheke Wadomene Jésus Noël, respectivement, ministres provinciaux en charge des transports et de la mobilité urbaine, de l'éducation et de la nouvelle citoyenneté, des petites et moyennes entreprises et artisanats, ainsi que du budget et du plan, lesquels ont fait option conformément aux prescriptions de l'article 107 du règlement intérieur de l'APK, a exprimé le rapporteur de la commission PAJ. Cette plénière a été marquée également par la motion incidentielle du député provincial Mon Plaisir Boloko Lé sur le cas de la députée provinciale Séverine Moliba Akaliebe qui a bénéficié de l'arrêt sous R&A 366 du Conseil d'État, lui déclarant élu de la circonscription électorale de Lancélé en remplacement de l'honorable Samba Clovis, comme prévoit les articles 106 et
suivants. Il faut noter que la validation de la députée provinciale Sévérine Moliba interviendra après l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Parlons d'autre chose à présent dans ce journal. Jeunes piliers de la nouvelle économie du climat et acteurs clés dans la lutte contre les changements climatiques, c'est le thème retenu à l'occasion de l'ouverture de la 4e édition du Forum des jeunes pour le climat ce lundi 4 novembre 2024, plutôt à la salle Garamba. C'est situé dans l'immeuble de la territoriale. Julia Kandolo, héritier Toubilandou, nous propose ce reportage. Plusieurs jeunes venus de tout le coin de la capitale congolaise ont assisté ce lundi 4 novembre 2024 à la conférence de presse du Forum des jeunes sur le climat organisé par la dynamique de jeunes pour l'environnement et le développement durable. Cette 4e édition placée sous les thèmes jeunes, piliers de la nouvelle économie du climat et acteurs clés dont la lutte contre le changement climatique. Le représentant du secrétaire général au ministère de l'Environnement et Développement durable, le Dr Mbouyi, a dans son discours émis le vœu de retrouver le programme dédié aux questions de l'environnement dans les enseignements primaires et universitaires. Pour parler de l'implication ou de la prise en compte de la jeunesse sur ces aspects de l'environnement et des changements climatiques, nous sommes en train de contribuer, ce que nous faisons assez régulièrement, dans toutes les mesures d'éducation, d'information et de sensibilisation. C'est un des volets très importants parce qu'il faut amener ces aspects de changement climatique dans le curricula scolaire, mais aussi au niveau des universités. Le directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, Milan Nganga Yves, a quant à lui fait une brève présentation de l'UCCN et a sensibilisé les jeunes sur les questions liées à l'utilisation abusive des réseaux sociaux. Au sortir de cette rencontre, Samuel Ulunga, coordonnateur de la DIGET, a dévoilé la particularité de cette 4e édition. La particularité de cette 4e édition est à 2 niveaux. À part tous ces échanges que nous allons faire, nous allons avoir le rapport, qui est généralement de manière coutumière, mais nous allons avoir pour cette 4e édition ce que nous on appelle la charte 2024. La charte 2024, c'est quoi? La charte va prendre toutes les recommandations. Ici, de tous les panels, elle va constituer un document qui va nous permettre de faire les plaidoyers. Et les plaidoyers auprès des décideurs. Donc, la charte aura 7 piliers par rapport à aura 7 axes par rapport aux 7 piliers que nous avons aujourd'hui. Donc, dans la sensibilisation, nous avons eu des recommandations. Elles vont être capitalisées. Dans les initiatives, nous allons avoir des recommandations. Elles vont être capitalisées. Toutes ces recommandations-là seront coulées dans notre charte. Et la charte va donner naissance à ce que l'on appelle la feuille de route pour 2025, pour nous permettre de faire le suivi de tout ce qui va être dit. La deuxième chose que nous allons avoir pour cette année, c'est ce qu'on appelle l'acte 1. Nous allons aller avec ça progressivement. L'acte 1, c'est quoi? Tous ceux qui ont présenté aujourd'hui vont envoyer les éléments en soft. Et ces éléments-là vont être écrits dans un document de plus de 100 pages, comme un livre. Dans un tout autre registre, l'organisation internationale IFES, reconnue pour son engagement dans la promotion de la démocratie et de l'inclusion, a procédé le week-end dernier au lancement de son programme Chilits RDC. Julia Pandi, héritier Toubilandou, reportage. En tout cas, je vous dis merci par rapport à ce programme et je déclare ouvertement le lancement officiel de ce programme Shield Ndeke. Afin de maximiser la participation de la femme aux échéances électorales prochaines, IFES travaille aux côtés de femmes en renforçant leur capacité de leadership en répondant aux besoins spécifiques des femmes leaders. La RDC, c'est vraiment le pays qui va mettre, comment dirais-je, en exergue certaines compétences des femmes et nous espérons qu'avec Chilid, avec l'horizon 2028-2030, nous aurons quand même une certaine, nous aurons un taux élevé, un peu plus élevé quand même,
de la participation de la femme au niveau politique et électoral. Nous travaillons la femme elle-même. Nous ne lui donnons pas des matières. Ce n'est pas un enseignement qu'on fait, mais c'est le connais-toi toi-même de la femme et savoir ce que tu es capable de faire, comment le faire, où, avec qui, comment. Et tout ça, ce sont des éléments, c'est vraiment une formation, c'est un apprentissage qui le met au même niveau des compétences que les hommes aujourd'hui. Parce que le XXIe siècle, c'est vrai, il y a des femmes qui se sont déjà distinguées dans beaucoup de domaines, mais il y a toujours ces défis liés au rendu dans leur rôle, l'efficacité dans leur rôle. Non seulement ça, mais il y a aussi des femmes, c'est vrai, elles sont efficaces, mais elles ne savent pas maintenir les postes ou les statuts qu'elles ont déjà. Comment maintenir? Comment ajouter? Comment améliorer? C'est ça chez les. Et c'est vraiment un processus. Ce n'est pas quelque chose qui commence maintenant et on finit. Non. C'est pourquoi nous avons commencé très tôt pour qu'en 2028 ou dans les cycles électoraux qui viennent, que la femme soit préparée et qu'on se rassure quand même qu'elle a tous les bagages qu'il faut dans cette lutte pour l'égalité des filles. Ils ont été formés pour former à leur tour des femmes accomplies dans leur province précise. Les participants au programme IFES Ndeke ont reçu leur brevet au cours de cette cérémonie du lancement officiel du programme She Leads en RDC. Yvette Mouchigo, point focal Sud Kivu, parle de cette expérience. Déjà, c'est une expérience qui est très innovante dans le sens où il y a un travail de départ qui est fait sur un parcours de quelques femmes qui vont être ciblées et des femmes qui sont non seulement dans la politique, des femmes qui sont dans le formel, l'informel, mais au final, ce sont des femmes qui sont des références dans leur communauté. Elles sont leaders et ils occupent des postes de responsabilité. Alors, ces programmes, c'est pour aider ces femmes à être plus efficaces dans ce qu'elles font et en même temps aussi ouvrir quelques voies pour certaines en fait de discuter sur leurs besoins en termes de renforcement individuel. Pour moi, c'est innovant parce qu'effectivement, non seulement qu'on met en évidence, pas seulement les femmes politiques, mais toutes ces femmes-là qui ont des positions de responsabilité dans la communauté et qui vont être des références pour les autres. Au total, 120 femmes seront formées par ce programme avec l'aide des bailleurs à raison de 20 femmes dans chaque province. Les 6 provinces sélectionnées sont le Nord et le Sud Kivu, la Tchopo, le Kasaï central, le Kasaï oriental ainsi que la province du Kasaï. Différents acteurs du secteur de la production ont pris part à l'exposition qui a eu lieu à la NADEC sous le thème « Réinventer l'industrialisation et la production locale ». C'était le week-end dernier. Julia Pandi, une fois de plus. Comment réinventer l'industrie et la production locale en République démocratique du Congo? Cette thématique a fait l'objet d'une exposition organisée par DG SkyTech en réunissant les différents acteurs de la production et des facilitateurs afin de répondre à cette question. Madame Herméline Landou est la CEO de DG SkyTech. Les cadres, je pense, je dirais marketing. Parce qu'on s'est rendu compte que nous faisons les conceptions des machines, mais il y a plusieurs entrepreneurs qui ne savent pas où acheter, où faire la conception de leurs machines. Et vu le fait que nous faisons la conception et la fabrication des machines, ce que nous faisons, voilà pourquoi nous avons en fait réuni les entrepreneurs ainsi que l'écosystème qui pourra permettre aux entrepreneurs d'avoir assez d'argent pour pouvoir industrialiser leurs entreprises et parler autour de l'industrialisation et puis par après avoir la base de données des entrepreneurs et aussi proposer des services de conception de machines. Ce que nous envisageons dans les jours à venir est que les entrepreneurs dans l'agro ou dans la transformation arrivent à industrialiser leurs produits grâce aux machines faites en RDC. Parce que la vision de DG SkyTech est de rapprocher la solution technologique ici en RDC. Rapprocher les solutions technologiques aux marchés locaux à un prix abordable est la vision de DG SkyTech, qui se spécialise dans la conception, la maintenance et la fabrication. Chutons en douceur, en parlant sport avec les préparatifs de l'Afro-Basket. C'est bel et bien la Coupe d'Afrique des Nations Basketball qui va se jouer
en 2025 et la République démocratique du Congo s'y prépare déjà et a rendu publique la liste des joueurs présélectionnés pour l'instant avant la liste définitive des joueurs qui prendront part à cette campagne. Suivons cet élément. C'est dans 3 semaines que les Léopards Basketball vont devoir participer aux éliminatoires de l'Afro-Basket 2025, éliminatoires qui vont se jouer à Dakar au Sénégal. Le secrétaire général de la Fédération congolaise de basketball parle de la préparation des joueurs. Le gros lot nous vient de l'extérieur et pour lequel la jonction se fera à Paris et cap vers Dakar. Bien que le gouvernement n'ait pas encore mis la main à la poche, dans la mesure où le dossier continue, la fédération est en train de se débrouiller. Et à ce jour, je vous dis que nous sommes sur le règlement des aspects sur le plan strictement billets et consorts. Nous sommes en train de cerner nous sommes pratiquement à 90% ou à 98% de la réalité. Donc, on est en train de s'arracher les cheveux pour effectivement pallier totalement à cet aspect de problème. Mais qui sont ces joueurs qui ont été présélectionnés? Le coach principal, Pierrot Ilunga, nous donne la liste avant la compétition. 13 de l'étranger et 4 au niveau local. Pour ceux, nous avons Malela Moutouale, qui est au poste 1 et qui vient de Caen Basket en France. Toujours au poste 1, Frédéric Loubaki, qui vient de Kempé en France, qui est aussi un meneur de jeu. Nous avons Noé Chumatoto, qui est aussi un meneur et qui est chez Chausport. Le 4e meneur que nous avons, c'est Christian Kadima de Terreur, qui est aussi au poste 1. Et après cela, nous avons au poste 2 Christian Loutete, qui joue chez Bosna en Bosnie et qui est un poste 2. Nous avons Mathieu Kamba, qui est aussi poste 2, joueur de Palencia en Espagne. Nous avons Hakim Kibisaka, qui est au poste 2 et qui joue au BC Onatra. Au poste 3, nous avons Patrick Mwamba, qui est joueur de Orchi en France. Nous avons Roli Foula, qui est aussi joueur de Val-de-Seine en France. Et nous avons Franck Niembo, qui est joueur de Chausport. Et nous avons, comme les intérieurs, nous avons Shetina Munanga, qui est poste 4 et qui joue chez Shark Antibes en France. Nous avons Jonathan Kassibabou, qui est poste 4-5, joueur de Real Betis en Espagne. Nous avons Emmanuel Wemby, poste 4-5, joueur de Bourg en Espagne. Garmin Kandé, joueur poste 4-5, joueur de Cantabria Stella en Espagne. Nous avons Jordan Sacco, qui est un poste 5, joueur de Breogan en Espagne. Nous avons Florent Tamba, qui est un poste 5, joueur de Blois Basket en France. Et enfin, Yannick Zosa, qui est un poste 5, joueur de Carplus en Espagne. C'en est fini pour ce journal, mesdames, messieurs, réalisé par Fiston Atunga, coordonné par Priska Niabouik avec le concours technique de Andrea Nzolameso et de Ibrahim Koussou qui était au niveau du montage. Au nom de l'équipe rédactionnelle, mesdames, messieurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Surtout, abonnez-vous massivement, en tout cas, sur nos différentes pages dans nos réseaux sociaux, puisque vous savez que Social Télévision est bel et bien là pour vous informer. Ciao!